Je rattrape mes mailles. Café, tricot, pénombre. Parce que de la lumière, on n'en a pas des masses. Et ce n'est pas dû au solstice. Hein. Parce que c'est le matin. La matinée bien avancée. Non, c'est juste qu'on n'a plus de lumière. Depuis un moment. Hein. Comme ce que j'avais montré, il y a déjà longtemps, 1 an ou 2, peut-être même 3, la lumière à l'horizon. Ouais, comme Superman en petit caleçon. Non, comment c'est ? Que vois-je à l'horizon ? Vous vous souvenez de celle-là ? Nanana. C'est pas l'araignée, c'est pas Superman. Robinson en petit caleçon, il me semble. Que vois-je à l'horizon ? Justement, à l'horizon, on ne voit pas grand-chose. Plus grand-chose, pas grand-chose. Ouais, j'ai fourché. Tricot dans la pénombre. Là, c'est pas important, parce que de toute façon, c'est du point droit. Donc, je peux faire même comme faisait ma mère. Je peux regarder un film ou une vidéo. Enfin, vous voyez, un truc à décortiquer. Moi, j'ai regardé quelques trucs récemment. Vous vous en doutez, non ? Je sais, c'est futile. Bien sûr, c'est futile. On pourrait se passer de tout ça. Les grands dossiers ont été vus. Les parasites, la soumission. Ouais, 2 volets d'un grand dossier, finalement. Oui, l'astral, les forces sataniques. Oui, quelqu'un m'a dit, ah oui, l'huile du Christ, il avait adoré l'huile du Christ. Et il avait adoré Tartaria et l'huile du Christ. Mais vous avez quand même compris que je m'inscris en faux avec tout ce qui est ces révélations qui ont à voir avec de la gnose. Et je vous ai beaucoup parlé du Christ, du christianisme et même du catholicisme. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Prune ? Elle a viré bigote ? Oui et non. J'ai jamais été différente. Mais en fait, la question n'est jamais là où elle semble être en surface. Rappelez-vous que nous ne sommes pas dans la 4e dimension. Les choses qui sont à l'extérieur ne sont pas visibles en même temps que les choses qui sont à l'intérieur. Donc nous sommes dans un monde de dissimulation. Donc à chaque fois qu'on oppose athées et religieux, on oppose de faux arguments des uns et des autres en général, ainsi que des vrais. Mais les vrais ne sont pas dans un camp et les faux dans un autre. Pas du tout. Un peu comme dans les conflits. Des peuples entiers montés les uns contre les autres et nous prenons parti. Mais les monstres sont partout et les humains sont partout, en général. En général, essayez de regarder les choses comme ça. Ce sont les monstres d'un camp qui s'acharnent sur les humains de l'autre et inversement. Et ce qui donne bien sûr des gages aux monstres du camp attaqué pour aller faire la même chose aux humains du camp attaqueur et inversement. Vous me suivez ou pas ? Par exemple, le 7 octobre, ce qu'on a vu, c'est des choses avec les caméras de surveillance, tout ça. Bon, c'est des images qui sont authentifiées. Des images, des séquences. On est tellement insensibilisé qu'on regarde ça comme si on jouait à un jeu vidéo, quoi. Et après, les descriptions de ce qu'ils ont fait les uns et les autres, des viols en famille, précédés, comment on dit ? Ouais, suivis ou précédés d'une mise à mort. Oui. Ce que le gars laisse entendre, c'est qu'il a violé un cadavre, quoi. Non, ça les dérange pas, hein ? Non, ça les dérange pas. Parce que c'était justifié. Donc là, on a affaire à des gens qui n'ont pas d'empathie, qui ont été vraisemblablement coupés de leur glande pinéale. Ils ont été aussi coupés d'un autre bout de glande. Bon, c'est pas une glande, mais ça a des répercussions sur les glandes. Les uns et les autres sont des mutilés sexuels. Donc ça crée une forme très très profonde de frustration, de colère rentrée, etc., qui est très utile à leur maître. Et bien sûr aux forces inspiratrices de ces exigences de circoncision. Une religion où on exige une mutilation sexuelle, c'est pas une religion, c'est un culte satanique. Les gens qui s'en rendent compte, qui sont des humains et qui s'en rendent compte, renoncent à cette religion ou font tout pour l'adapter. Oui, parce que je ne sais pas comment c'est justifié et comment c'est appelé dans la religion soumissionnaire, mais dans la religion mosaïque, c'est quand même le pacte de sang. On en a parlé des milliers de fois. Bref, je voulais pas trop m'étendre là-dessus non plus, mais quand on est né dans la secte, ça peut être très difficile de s'en sortir. Déjà parce que y a que des gens de la secte autour. Qu'est-ce que j'appelle la secte ? Mais partout on est dans la secte. Quand la société devient vraiment complètement folle,
Nous aussi, on est dans la secte, faut pas rêver, hein. La fraude du non légal et ceci, cela. Mais enfin, il y a des gens qui sont nés dans la secte et c'est encore plus dur. C'est mutilations sexuelles à la naissance ou dans l'enfance, punition de toutes les manières possibles quand on est une femme. Quand on est un homme, c'est souvent pas mieux. En tant que petit garçon, on sert de jouet sexuel. Enfin, donc ça c'est une secte véritablement maléfique. Bon, quand on est né dans la secte et qu'on n'a pas le choix, en tant que femme mariée à 14 ans, aux mains d'une famille, tout ça, où on n'a aucun droit sur rien, aucune femme ne pourra s'opposer à la mutilation sexuelle de son enfant. C'est pas prévu comme ça, hein. Donc, cette personne-là, est-ce qu'on peut dire, elle n'a pas protégé son enfant, elle l'a fait circoncire, enfin, donc elle est d'accord. Ouais, mais depuis qu'elle est petite, elle se fait taper sur la gueule, enfermée, elle peut pas sortir sans être recouverte d'une épaisse toile de tente. Enfin, donc, ces personnes-là, même leur esprit est éteint. Ça veut pas dire qu'elles sont elles-mêmes maléfiques, mais ça veut dire qu'elles n'ont jamais eu la possibilité d'exercer leur propre droit moral. Donc, ces personnes-là, quand en plus elles sont poussées par la haine ambiante à se mettre au diapason, elles peuvent se comporter de façon monstrueuse. Mais elles peuvent aussi ne pas. Autant que la liberté leur en est laissée, c'est-à-dire aucune liberté en fait. Mais il y a une différence non visible à l'œil nu entre ces personnes qui sont emprisonnées vivantes et emmurées vivantes souvent. Je pense principalement aux femmes, mais pour les hommes ça vaut pas toujours mieux. Il y a une différence entre ces personnes-là et les personnes qui les poussent à la haine, qui les poussent au meurtre, etc. Et qu'on trouve dans les deux camps. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on est né dans la secte, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Même physiquement, ces gens-là ne peuvent pas. C'est pas toujours possible de s'échapper. Les gens qui se sont échappés faisaient souvent partie de bonnes familles, ou à la faveur d'études ou de choses comme ça, où il y a eu des aides, il y a eu un oncle, une tante qui sont démenés pour... il y a eu des complicités, des aides. Bref. Ce que je veux dire, c'est que les ferments sataniques les plus actifs dirigent leurs flèches contre les êtres qu'ils ont réussi à identifier comme étant des humains. Ce qu'on appelle des humains, vous savez, qu'un cœur, une faculté de raisonnement, mais surtout des qualités humaines. Ils dirigent leurs flèches vers les humains de l'autre camp. Même quand dans l'autre camp, c'est pas la majorité, les humains. Parce qu'il y a des populations entières, on pleure sur eux, c'est la guerre, tout ça, mais il faut voir comment ils se comportent entre eux, quoi. Comment les chefs de guerre se comportent les uns avec les autres, comment ils inspirent la terreur, mais aussi comment ils se comportent à l'intérieur de leurs cellules villageoises ou familiales. Avec les femmes, avec les enfants, avec les esclaves. Si. Donc, il y a des populations entières, c'est pas des tendres, hein. On ferme pudiquement les yeux. Ah, l'homme blanc en Afrique fait beaucoup de mal. Ouais, mais l'homme noir, il en fait aussi, hein. Ah, faut pas croire, hein. Ils se vendent entre eux. La polygamie, c'est culturel. La polygamie, ça veut dire une chose. C'est que la femme est un bien, puisque l'homme peut en avoir plusieurs. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ça veut dire aussi que le monde émotionnel de la femme, on n'en a rien à foutre. D'ailleurs, le monde émotionnel en Afrique, on n'a pas grand-chose à foutre, hein. Je vous dis ça parce que, voilà, je tiens les tuyaux de la bouche du cheval, mais... Imagine-toi, tu as une relation de vie, une relation conjugale avec quelqu'un, et puis, homme ou femme, hein, il revient, et le personnage en face de toi revient et dit « Ouais, mais j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, il va falloir faire ça à 3. Donc je serai là la moitié du temps maintenant. » Le rejet, le manque de confiance, le fait de... En fait, on n'a pas une relation de cœur, on a une relation pour l'autre d'appartenance et d'intérêt. C'est ça le fait d'avoir plusieurs femmes. Et je dis pas, faudrait renverser la vapeur et que les femmes aient plusieurs hommes. Parce qu'une femme est plus difficile à combler qu'un homme, franchement, hein. Mais oui, sexuellement, mais il n'est pas question que de sexuellement si on s'élève un peu. Là, justement, il est question de sexuellement. L'homme, il peut féconder plusieurs femmes en même temps. Donc, il est supérieur. Vous voyez un peu la logique. La logique de la chair, la logique de Satan. Ce genre de logique de droit du plus fort et tout ça, c'est vraiment... Il y a que des cerveaux primaires quoi, qui peuvent arriver à faire de ça un argument décisif.
Bah oui, parce que des débiles entre eux, qui va être le chef, quoi? Bah le plus fort. Mais le plus fort sera pas forcément le plus apte à commander. De toute façon, si leur morale c'est de se taper sur la gueule, le plus con sera le chef. De toute façon, c'est tous le plus con. Donc ça ira pas très loin. Ils se feront rétamer par la première tribu qui aura inventé l'eau chaude, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce génie des peuples potentiels, chaque peuple a un génie, un génie dans le sens, une qualité qui lui est propre, qu'elle soit mentale ou intuitive ou créative, quelles que soient les belles qualités humaines de ce peuple, il y a des forces qui cherchent à les détruire et qui vont orienter des populations entières, des continents entiers, dans l'autodestruction, la violence, le bain de sang, tout ça. On ne peut pas éternellement mettre ça sur le dos des coloniaux, des météorites, des dinosaures. Non, c'est pas possible. Il faut comprendre en quoi ce qu'on appelle l'homme va être le jouet de certaines forces, et à l'échelle collective. C'est-à-dire qu'il faut quand même commencer par prendre acte que ces forces existent. Et là où je veux en venir, du fond du jardin, vous allez voir, c'est que ces forces n'ont pas la même puissance partout. Quand j'étais en Suède et je voyais cette immigration forcée, massive, avec tout le monde très content, quelle était l'immigration? Une immigration pas du tout au mérite. Pas du tout ce qu'on nous a dit dans des années antérieures, où ce seraient les ingénieurs, les étudiants, les gens qui avaient vraiment quelque chose à apporter à un pays, qui étaient admis. Ceux qui venaient faire des études et qui repartaient après dans leur pays, par exemple, venaient se former pour être des ingénieurs dans des pays émergents, trucs comme ça. Bon, émergents, vous savez ce que j'en pense, bien sûr, mais bien, pourquoi pas apporter de la culture ou des compétences à leur pays, ou même à notre pays. Des ingénieurs plus avancés d'autres cultures ou de la science médicale qui faisait le lien entre, par exemple, des sciences médicales anciennes qui ont été un peu éradiquées en France. Bon, quelque chose qui apporte un plus à la société. Bon, ça c'était le discours, évidemment. On sait bien qui est derrière les discours. Et non, là, en fait, c'était une immigration de gens sans qualification et absolument, visiblement intéressés par la consommation matérielle. Et c'est tout. Pas du tout intéressés par le projet social. Non. Les mecs, ils étaient habillés avec les pantalons serrés à la mode, arborant tous les gadgets technologiques, l'iPhone le plus grand possible, etc. Ou alors carrément des gens un peu roms, pas du tout intégrés, habillés en haillons, Et je voyais bien que ces gens étaient tout à fait incompatibles avec la culture suédoise où, vous savez bien, on n'attache pas le vélo, on ferme pas la voiture. Et bien sûr, ça peut pas aller. Ça peut pas aller parce que ces gens, ils sont nés, ils ont vécu dans des pays où en fait, c'est la loi de la jungle. Dès qu'on voit quelque chose, on le prend. Il n'y a pas d'empathie entre les gens. Déjà, même au sein de leur propre peuple. Alors, vous imaginez, chez des espèces de cousins riches, là, à qui, moralement, ils ne doivent rien, ça devient la catastrophe. Mais il faut pas le dire. Et j'essayais de leur dire, ils viennent de cultures très dures. Que ce soit l'Afrique, l'Érythrée, les Balkans, ça volait vraiment pas haut. À part certains individus, certains spécimens qui étaient très bien intégrés à la société suédoise, qui travaillaient comme les Suédois avec l'idée du bien commun, très bien endoctrinés, regardant la télé, tout bien, et regardant la télé suédoise, pas leur propre groupe et leur propre clan. Parce que c'est ça qui s'est passé, il y a plein de clans différents en Suède. Et en fait, ils en ont rien à foutre d'être suédois. Ils veulent les adapter, ils veulent les islamiser, ils veulent tout leur pomper, en fait. Et les Suédois sont tout contents. Ils font « Ah oui, oui. » Entre LGBT et invasion barbare, quoi. Et je leur disais ça. C'est des gens qui sont nés, qui ont vécu dans des pays très durs, où il n'y a pas du tout de consensus social, où il n'y a pas de bien commun, etc. C'est des pays en désagrégation. Alors, il y a un choc culturel, mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Oui, mais l'éducation, nanana. Alors, ça pose question quand des pays entiers, sont peuplés de gens qui ne font que se piller les uns les autres, sont incapables de maintenir,
je sais pas, un bâti, un parc immobilier, que ce soit les habitations ou les bâtiments publics. Je pense à l'Algérie et à la Tunisie quand les coloniaux sont partis. Je suis pas pro-coloniale, mais je ne sais pas comment me situer. Ce que je vois, c'est que quand mon père y est retourné, je sais pas, 40 ans plus tard, enfin, et il a pris quelques photos, mais en fait, tout est dégradé. Des beaux bâtiments de pierre, des choses qui avaient été magnifiquement réalisées, c'était vaguement replâtré au ciment pour éviter les fissures, mais rien n'a été entretenu. Alors déjà, les populations locales n'ont pas construit ces choses, mais elles ne les ont pas entretenues. Alors ça pose vraiment question, quoi, de plusieurs humanités. Et pourtant, moi, je suis pas pro-civilisation et tout ça, mais quand des choses sont bien faites, qu'il y a l'idée de bien commun, qu'il y a une idée d'harmonie, une idée de quelque chose qui est conçu pour tous, dans l'idée d'un rayonnement. C'est un peu ça, la ville. Moi, je suis pas du tout pour qu'on habite tous en ville, pas du tout. On pourrait même tous habiter à la campagne, ou presque tous, et vivre d'agriculture vivrière et tout ça dans des petites unités très, très charmantes et très jolies, où personne ne manque de rien, où il y a des arbres, des fruitiers, des fleurs, etc. Mais il pourrait aussi y avoir des villes où quelques personnes vivent, je sais pas, même pas tout le temps, pas à l'année, mais les lettrés s'occuperaient des bibliothèques, il y aurait des théâtres, et pas que des théâtres pour les lettrés, des théâtres où se produiraient aussi les troupes villageoises, je sais pas, les tambours de l'Atlas, les voix du Hogarth, je sais pas. Mais bien sûr, parce que ça se fait, ça, évidemment. Dans les grands théâtres, il y a souvent, j'en ai vu souvent, moi, des ensembles traditionnels venus se produire. Donc on pourrait imaginer une ville comme ça, qui aurait un rayonnement, mais qui serait pas une ville tentaculaire, qui ne ferait que se développer avec des bureaux, des trucs comme ça, pas du tout. Une ville tartarienne, une ville grandiose. Mais c'est pas du tout ce qu'on voit. Tous les bâtiments qui étaient grandioses et 19e dans des pays où ça a été construit par les coloniaux, si jamais ça a été construit par eux, mais on a quand même les photos, hein, enfin, eh bien, c'est tombé en ruine après leur départ. Et même ces grandes villes en Afrique, ces grandes villes de terre cuite, des choses qui ont été montées à la main, des splendeurs, aux formes organiques, tout ça, est-ce que c'est vraiment entretenu ? On dirait que tout tombe en ruine. On dirait qu'il y a eu une humanité qui a construit ces choses. C'est ancien, c'est pas ancien. Et puis l'humanité de maintenant, c'est idiocratie. Mais pas le même style dans les pays dits riches, dits industrialisés, et dans les pays dits pauvres. On a une espèce de misère crasse où tout tombe en morceaux et les gens vivent dans une poubelle. Et dans les pays riches, ça devient une espèce d'enfermement où tout est vert, plastique, mais ça devient aussi des poubelles. Surtout dans les quartiers où on importe beaucoup de gens, dont le style, c'est la non-civilisation. Et le problème, pour moi, c'est pas l'origine ethnique, c'est qu'est-ce qui a pris possession de ces cultures. Alors quand je dis pris possession, aussi loin qu'on remonte, hein, parce qu'il y en a qui fantasment, les tribus, nanana. Les tribus, c'est scarification, rituel d'initiation. Donc rituel d'initiation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Initiation, c'est toujours en lien avec des secrets occultes, des pratiques occultes. Oui, vous pourrez prendre la chose comme vous voulez. La circoncision, elle est présente sur toute la Terre, dans les tribus justement. Des anthropologues ont vu ça. Hein. C'est documenté depuis le 19e siècle. Il y en a possiblement partout. Il y en a en Polynésie, c'est un truc de fou. Et ça, on l'apprend par la bande. Moi, je l'ai appris en lisant des anthropologues comme ça, mais c'était pas le sujet principal, ni du chapitre, ni même de la phrase. Dingue, hein ? Mais on apprend comme ça que, en fait, Satan est partout, et il a pris possession, ou il a créé des peuples entiers. Saurez-vous les reconnaître ? Non, je ne parle pas des mosaïques, parce que ce n'est pas un peuple. C'est pas un peuple. Il n'y a pas d'unité ethnique. Et c'est là que ça devient intéressant, si on arrive à regarder. Il n'y a pas d'unité ethnique. Donc ce n'est pas un peuple. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un clan, c'est une secte. Mais une secte qui fait des dégâts sur plusieurs générations. Maudit jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas... c'est un nom de code. C'est une sorte de code. Maudit jusqu'à la 4e génération.
Ça veut dire A, les enfants c'est B, les petits-enfants c'est C, et les arrière-petits-enfants c'est D. Donc il y a des conséquences de ce que fait une génération jusqu'aux arrière-petits-enfants. Après, ça s'efface. Ça semble être plus de la biologie que de la morale, comme beaucoup de choses qui sont encodées dans la Bible. Mais de quoi voulais-je parler avec mon histoire de peuple sous emprise ? Eh bien que sous la surface des choses, comment dire ? Comment vous dire ça ? Oui, prenons une métaphore colorée. Prenons 2 couleurs complémentaires, le jaune d'or et le violet, un beau violet profond, un violet améthyste. Oh, c'est peut-être pas des vrais complémentaires, stricto sensu, mais nous reparlerons des complémentaires de toute façon. Un beau jaune d'or et un beau violet améthyste. Nous avons le peuple violet améthyste et le peuple jaune d'or. Veau d'or, ouais. Et le peuple violet violent. Mettez qui vous voulez dans votre esprit à la place de ces peuples. Et ces peuples sont en conflit. Mettons comme le conflit entre qui vous savez et qui vous savez au Moyen-Orient. Mais ça pourrait être qui ? Qui d'autre ? Eh bien, en Inde, mettons les musulmans contre les hindous. Ouais, il y a des guerres qui font rage, là. Ah bah, ils se tuent, ils se brûlent. Alors, ethniquement, c'est les mêmes. Mais comportementalement et vestimentairement, c'est pas du tout les mêmes. Et dans leur pratique, c'est pas du tout les mêmes. Alors, prenons ce peuple jaune d'or et ce peuple violet améthyste. Si nous nous en tenons à la surface, c'est très visible qui est qui. Bah, si t'aimes pas le jaune, tu vas prendre position pour le violet. Si tu trouves que le violet c'est un peu trop foncé, un peu trop mystique comme couleur, tu vas te rabattre sur le jaune solaire. Ouais, parce que c'est la vraie vérité de la lumière. Ce sont bien sûr des métaphores, tout ça. Hein. Et ton pote, c'est pas ton meilleur pote, mais c'est quand même un de tes potes, lui il a pris parti pour l'autre. Alors toi t'es pour les jaunes d'or et lui il est pour les violets. Et il va te dresser, en tant que bon partisan des violets améthystes, toutes les exactions commises par les jaunes d'or. Et elles sont réelles. Mais toi, tu vas lui rétorquer toutes les horreurs commises par les violets contre les jaunes d'or. Et ça n'en finira pas parce que c'est réel. Et chacun aura des bonnes raisons et chacun se renverra dos à dos. Alors qu'en fait, ces 2 personnages suivent l'affaire à distance. Ils ne savent que ce qu'on leur laisse savoir des choses. Donc ils ne savent même pas tout vraiment. Mais aveuglés par la brillance des couleurs, nos amis n'ont pas réalisé que quand ils parlaient d'actes héroïques de leur peuple de référence, ils parlaient des gens qui étaient animés par de bonnes et belles intentions ou qui étaient pris au piège de la situation. Et quand ils parlaient des horreurs des autres, ou essayant de justifier celles de leur camp, ils parlaient d'êtres qui avaient fait le choix de se porter volontaires, d'être plus royalistes que le roi pour leur propre camp. Très désireux d'aller en découdre et d'aller tuer ceux du camp adverse, quels qu'ils soient, hein. Combattants, mais aussi vieillards, femmes et enfants. Bah oui, sinon ils vont se reproduire. Alors ce que nos amis n'ont pas vu, aveuglés par les couleurs chatoyantes des drapeaux de leurs héros respectifs, c'est qu'il y avait une notion d'échelle de valeur. Non, pas morale, de lumière. Et bien en pleine lumière, le jaune c'est du jaune. Avec un peu moins de lumière, ça devient presque la couleur moutarde, vous savez, ocre jaune. Et puis quand il y a encore moins de lumière, c'est un marron sale. Et au final, c'est presque du noir. Pareil pour le violet. Oui, c'est violet, même ça s'assombrit plus vite, mais le violet est une belle couleur profonde. Et dans la pleine lumière, il va donner tout son éclat. Mais assombrissez-le, et il devient presque comme du noir. Il devient aussi profond que le noir. Si le noir, pour filer une métaphore très très convenue, c'est le mal, la noirceur, la malice, la cruauté, la barbarie, alors nous avons une couche noire au profond, où on ne peut plus faire la différence entre les jaunes d'or et les violets améthystes. Quelle que soit leur couleur de camp, leur couleur de drapeau, ils sont unis dans cette fraternité de noirceur. À l'autre bout du spectre, augmenter la quantité de lumière sur ces 2 couleurs que sont le jaune et le violet, nous allons avoir des couleurs de plus en plus pâles,
un mauve, un blanc ivoire, et puis un blanc éclatant. La pleine lumière, la pleine clarté, la pleine pureté et propreté des actions. Alors sur cette échelle verticale, la pleine lumière en haut, l'ombre totale en bas, comme dans la mer, mettons, plus on descend, moins il y a de lumière. Oui, vous allez me dire, il y a des créatures abyssales. Non, c'est juste une métaphore, les amis. Hein. Entre cet axe vertical d'élévation personnelle de l'homme, ou de souillure personnelle de l'homme, ouais, personnelle parfois collective, c'est bien le problème, et cette couche de surface, la surface sur laquelle nous situons, bah, à gauche j'ai les maillots jaunes et à droite j'ai les maillots violets. Si nous prenons parti indéfiniment pour les bleus ou les rouges, la droite ou la gauche, les ci ou les ça, nous sommes le jouet des forces de l'ombre. Et nous ne tournons pas nos regards vers la clarté, celle qui devrait nous éclairer, nous montrer la beauté de toutes les couleurs et nous montrer aussi là où la beauté n'est pas, là où la noirceur des hommes se dissimule derrière des drapeaux, des idéologies. La noirceur des hommes, non, la noirceur du falsificateur. Prenons comme convention que humain, c'est celui qui a un cœur, celui qui, avant tout et en dernier recours, refusera d'accomplir une action ignoble ou même simplement injuste, un humain. Parce qu'il y a des gens, justement, très très dévoyés, pour qui humain, c'est pécheur. Avant tout. Ah oui, mais les pulsions, c'est ça qu'il faut de nous des humains, on chute, on fait... Ouais, non. Ça, c'est la caractéristique luciférienne. La fascination, la séduction, la tentation. Non. Humain, c'est celui qui a un cœur. Celui qui ouvre ses bras, celui qui partage sa dernière gorgée d'eau, celui qui se sacrifie héroïquement et avec amour pour le groupe, que ce soit le guerrier ou le Christ lui-même, celui dont la joie et l'honneur, c'est le pur don de soi. Voilà, c'est ça qui caractérise un vrai humain. Alors je ne dis pas qu'on est capable de ça tout le temps, parce que nous sommes tenus serrés dans la main du diable, dans la griffe du diable, pardon. Et si nous ne tournons pas nous-mêmes notre regard vers ce qui nous élève, nous sommes des proies faciles. Alors il semble qu'il y ait des humains et qu'il y ait des êtres qui ne sont pas humains. C'est-à-dire qui en dernier recours, ou même en premier recours, ne se donneront pas pour sauver autrui. Pas par amour, non. Par endoctrinement et pour obtenir quelque chose. Que ce soit le salut chez les catholiques, mais encore que c'est pas la doctrine ça de tuer, de se faire tuer. Oui, les martyrs, mais les martyrs c'est autre chose. C'est une fois qu'on a fait le choix de la clarté que rien ne puisse nous en détourner. C'est ça le martyr catholique. C'est pas quelqu'un qui va tuer des gens. C'est quelqu'un qui accepte, y compris que son corps soit détruit, parce qu'en fait, il refuse d'investir ce plan de réalité parce qu'il n'en reconnaît pas la réalité et qu'il a le courage d'affirmer, malgré la peur de la destruction et de la souffrance, d'affirmer qu'il n'appartient pas à ce monde. Mais non, il y a des gens qui peuvent accomplir des actes qui peuvent avoir l'air héroïques, mais parce qu'ils sont endoctrinés, pas parce que ça vient d'eux, c'est leur bon cœur qui parle. Ben non, des gens qui vont commettre des attentats suicides et tuer des gens qu'ils ne connaissent même pas, des familles, c'est pas leur bon cœur qui parle, c'est la façon dont ils ont été endoctrinés. Mais tout être endoctriné ne fera pas une chose pareille, évidemment. Reparlons juste un instant des 9 CRS qui ont retiré leur casque et posé leur bouclier pour ne pas aller tuer les vaches. On aimerait bien savoir ce qui leur est arrivé à ceux-là. Voilà, ça c'est des humains. Pourtant, pour être CRS, il faut peut-être pas être très fin non plus. Il faut aimer la castagne. Parce que c'est vraiment une fiction qui sont là pour défendre le peuple. Les CRS qui sont là pour défendre le peuple, ça c'est une fable digne du Père Noël. En tout cas, visiblement, il y a des peuples entiers qui sont dans la griffe du diable. Et il n'y a que quelques éléments
qui font montre d'une véritable humanité au sens où on la perçoit chez nous. Un refus de servir le mal, un refus de rendre le mal pour le mal. Oui, en gros, la morale chrétienne, mais la morale chrétienne, chers amis, elle n'est pas chrétienne, elle est humaine. Elle est, on peut dire, codifiée, élevée en dogme par les chrétiens. Mais elle est évidente pour chaque humain. C'est pour ça que l'évangile a si bien marché auprès des humains, où qu'ils soient. Et c'est pour ça aussi qu'il y a deux islams. Il y a celui qu'on essaye de vendre aux Occidentaux, religion de paix et d'amour, mais ils ne s'embarrassent pas avec ça dans d'autres parties du monde. Parce qu'il y a des peuples entiers qui ont toujours vécu dans la violence, quelle que soit leur religion de base, et polygamie, violence envers les plus faibles, tout ça. Et eux, ils ne parlent pas de religion de paix et d'amour. Ils lisent le Coran et les textes exactement comme ils sont écrits. Avec la prédominance de l'homme, la violence, les châtiments, tout ça, parce que c'est ça qu'ils veulent. Et ils n'ont pas ce double langage, ils n'en ont pas besoin, puisqu'ils n'ont pas besoin de faire semblant. Ils le disent carrément, ils le disent dans leur mosquée, mais ils le disent aussi ouvertement. On tue les apostats, on lapide les femmes adultères ou qui ont fauté, ou c'est assez facile, on coupe, on tue, on brûle, on peut même manger le cœur de son ennemi, on peut même le faire cuire. Dans certaines circonstances extrêmes, comme on peut violer des cadavres. Ils ne s'embarrassent pas puisque c'est écrit. Prendre pour esclaves domestiques et sexuels des gamines de très largement impubères, ils n'ont pas besoin d'entourer tout ça de mystère ou de avant c'était comme ça. Non, ils pratiquent l'esclavage ouvertement, ils le disent. Peut-être pas avec le mot esclave. C'est juste que les mots sont un peu différents. Ils disent épouser pour prendre de force une enfant. Oui, il faut qu'elle soit consentante. Une enfant de 8, 9 ou 10 ans, elle est consentante pour signer son contrat de mariage. De toute façon, il y a des séquences où on voit, ils lui tiennent la main, ils lui prennent la main, ils lui forcent à écrire, et elle pleure et elle hurle. Mais le stylo était dans sa main. Mais ça ne les dérange pas. Et le mec, il a 45 ou 50 ans, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas besoin de s'en cacher, puisque c'est conforme à certaines de ces cultures. Il n'y a que pour nous qui nous racontent des sornettes de paix et d'amour, et pas du tout, et avant, et nanana. Mais ailleurs, ils n'ont pas besoin. Puisque justement, c'est ça qui séduit dans la soumission. C'est ça qui séduit les peuples, les hommes. Et puis des femmes qui ont été tellement endoctrinées, à qui on a pris leur jeunesse, il y a un effet de revanche. Comme les exciseuses africaines. On dit toujours c'est les sales blancs qui font tout le mal en Afrique et tout ça, mais qui excise les fillettes en Afrique? C'est les coloniaux peut-être? Vous voyez que les choses ne sont ni noires ni blanches, elles sont en demi-teinte. Il y a souvent une donnée qu'on n'a pas prise en compte. Nous sommes aveuglés par la chose la plus visible. Et puis cette obligation dans laquelle nous sommes constamment de prendre position. Ah, t'es contre les éoliennes? Ah ouais? T'es pour le nucléaire? C'est ça? Tu veux qu'on laisse une planète pourrie pendant des milliards d'années à nos enfants, c'est ça? Hein? T'es contre l'éolien industriel, tu veux pas d'éoliennes et donc, t'es pour le nucléaire, c'est ça? Non. Moi, souvent, je leur disais, non, ni l'un ni l'autre. Je suis pas pour l'électricité. Ah, ils étaient emmerdés. Ah, leur argument tombait à l'eau. Là, ils étaient vraiment, vraiment, tout d'un coup, pris au dépourvu. Et dans cet état très spécifique où l'éveil est possible. Bon, j'en ai jamais vu un seul se réveiller et dire « oui, effectivement, c'est pas ça la question ». Non, la loi d'opposition de yin et de yang, là, enfin, yin et de yang, c'est un peu une autre notion, mais cette loi d'opposition binaire, c'est un levier très, très puissant pour les forces qui nous contrôlent. C'est pour ça qu'on dit extrême droite... extrême droite, c'est les méchants, c'est forcément les méchants. C'est pour ça que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les forces de l'ombre ont tellement favorisé, les forces occultes ont tellement favorisé ce régime, mais mondialement il a été soutenu. Sinon jamais le petit bonhomme ne serait arrivé à la tête de l'État.
Tout ça, c'est une conspiration de l'ombre. Et après, il fallait le faire tomber d'une façon éclatante, avec toute la mise en scène possible. C'est-à-dire que la mise en scène commence à Nuremberg et se finit à Nuremberg. Toutes ces grands-messes, là, avec du feu, du rouge, du noir et du blanc, et ces bras tendus, ce salut romain, tout ça, mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Ce sont des mises en scène de toute éternité. Ça ne s'est pas passé en Allemagne. Ça, comment dire, ça a pris place en Allemagne, mais derrière, il y avait des forces transnationales qui ont concouru à ce que ceci arrive. Les soi-disant alliés, eux aussi, les forces qui étaient derrière ont concouru à l'avènement du petit bonhomme, du petit Autrichien. Parce que le plan n'était pas conquérir l'Europe, délivrer l'Europe. Non, c'est pas ça. C'est l'humanité qui est prise en otage. Rien de ce qu'on nous dit de l'histoire n'est vrai. Quand bien même les événements sont arrivés, tout ce qu'il y a derrière, c'est un tout autre enjeu. C'est la guerre des âmes. Non, je crois que je n'en parlerai jamais assez.